Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'organisation du Hajj 2022. Un quota de 7194 pèlerins a été octroyé au Niger par le Royaume d'Arabie Saoudite sous le million de pèlerins autorisés à effectuer le Hajj 2022. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le remaniement technique du gouvernement intervenu le 23 avril 2022. Deux personnalités de l'opposition du Front patriotique nigérien font leur entrée dans le gouvernement. Ensuite, nous parlerons aussi du vote des députés nationaux en faveur du redéploiement des forces étrangères au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et enfin, du sport pour parler de cette sortie médiatique de l'Association des supporters du Niger pour réagir face à la gestion de l'équipe nationale de football. Ils veulent le rattachement à la présidence de la République. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ousmane Sidikou, journaliste indépendante. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Cette année, le Hajj va se tenir en présence des étrangers hors du territoire saoudien, après 2 de pause dues à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, les quotas des différents pays ont été ramenés entre 30 et 50%. Dans un point de presse animé le vendredi dernier, le commissaire au Hajj a indiqué qu'un million de fidèles sont autorisés à faire le rite de Hajj 2022 et le quota du Niger est de 7194 pèlerins. Alors, je commence par Maimouna Diado. Maimouna, quelle appréciation faites-vous du nombre de quotas octroyés au Niger par le Royaume d'Arabie Saoudite? D'abord, Fatih, bonsoir. En fait, je voudrais commencer tout d'abord par situer dans le contexte dans lequel 2 ans, en tout cas, les pèlerins nigériens n'ont pas pu effectuer le Hajj dû à cette pandémie de Covid-19. Donc, je me réjouis, les pèlerins nigériens en tout cas, pourront effectuer dans quelques mois le Hajj de cette année. Donc, c'est déjà une avancée. Et pour ce qui est du quota qui a été attribué au Niger, c'est également une très bonne chose. C'est un quota en tout cas acceptable. Parce que par le passé, je ne sais pas s'il y a eu 7000 Nigériens qui ont pu effectuer le Hajj au niveau donc, de la Mecque. Je me dis que c'est déjà bon. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est que... qu'on souhaite que ça se passe dans les très bonnes conditions, parce que ici c'est pas en fait le quota qu'on donne, mais c'est les préparatifs, comment ça va se passer, parce que il y a eu des agences aujourd'hui qui ont été affectées par cette situation de Covid-19. Comment est-ce que ces agences-là vont accompagner ces pèlerins? C'est ça aussi la grosse question qu'il faut se poser, en termes de restauration, en termes de tout. Parce que nous avons suivi pas mal de critiques par rapport à cette situation quand les pèlerins se retrouvent à la Mecque, surtout les pèlerins nigériens. Il y a trop de zizanie, il y a trop de problèmes qui entourent donc, le déplacement de ces pèlerins-là et surtout la restauration. Donc, j'espère qu'ils ne seront pas déçus, qu'il y aura les conditions requises. Les conditions requises en tout cas pour acheminer ces 7000 pèlerins et qu'on pourra atteindre le quota. C'est ça aussi. Avec cette situation économique, il faut d'abord espérer atteindre le quota qu'on nous a donné. C'est du coup, Ousmane, 7194 pèlerins sur le quota octroyé au Niger par l'Arabie Saoudite. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce quota?
Eh bien, bonsoir madame. Dans un premier temps, je joindrai ma voix à celle de Maïmouna. C'est celle de se réjouir qu'après 2 années d'interruption due à la pandémie de Covid, que ces activités puissent reprendre dans ce sens-là à travers l'accomplissement d'un des 5 piliers de l'islam qu'est le Hajj. Moi, je ne veux pas beaucoup plus m'apaisantir sur le quota. C'est peut-être les agences en corrélation avec le commissariat de voir comment le dispatching sera fait. Mais c'est d'interpeller ces différentes agences-là, de vraiment mettre tout le professionnalisme, tout le sérieux pour que ces pèlerins-là, du début, pendant et après, puissent vraiment accomplir dans les conditions les meilleures ce rite religieux. Parce que bien avant l'interruption, c'était légion qu'à chaque retour, bien avant que les échos nous parvenaient, comme quoi voilà, si c'est pas tantôt l'hébergement, l'accueil, la restauration, bref, autant d'impairs qui ont pu être corrélés à l'organisation de ce Hajj. Vivement que ces différentes agences-là vraiment se ressaisissent afin de mettre ces pèlerins qui, pour la plupart, beaucoup viennent surtout de l'intérieur et avant même le départ, c'est-à-dire vraiment, ils sont épuisés financièrement, c'est des trucs de dernière minute, ceci, cela. Moi, je pense qu'il faudrait leur épargner tout cela pour qu'effectivement, ils sentent que véritablement, qu'ils ne regrettent pas, in fine, d'avoir porté leur choix sur telle ou telle agence. Vraiment, c'est de les interpeller à mettre tout le professionnalisme requis, tout le sérieux pour que vraiment ces pèlerins puissent accomplir leur devoir religieux, qu'ils se disent que au-delà de l'aspect pécuniaire, c'est vraiment un devoir religieux qu'elles auraient accompli, ces agences. Donc, on ne peut que leur souhaiter un Hajj Mabrour. C'est sûr que 2 ans d'interruption, le temps que ça prenne, donc elles auront vraiment à faire face à des situations imprévisibles, mais vivement que tout soit vraiment mené et de main de maître et que les pèlerins, tout comme ces agences-là, chacun puisse se retrouver et d'avoir vraiment mené à bien le rôle à lui dévolu. Arimi Abouchari, vous pouvez compléter sur ce que vient de dire Maïmouna. Oui, tout d'abord, j'ai vu la disparition d'un des promoteurs d'une agence, monsieur l'ANPO, l'une des plus vieilles agences. Voilà, donc je leur adresse à sa famille et à ses collègues de travail vraiment mes condoléances. Ceci étant, peut-être que je veux mettre la charrue avant les bœufs, parce que sincèrement, après les 2 années passées sans pour autant effectuer le Hajj, au vu de tous les problèmes que le Niger a connus par rapport à l'organisation de ce rite, je m'attendais quand même à des déballages, n'est-ce pas, parce que les 2 ans que les gens n'ont pas, pendant lesquels les gens n'ont pas effectué les déplacements, ils ont quand même payé. Et je me suis dit, connaissant ces agences-là, on pourrait être on pourrait se confronter à un problème vraiment de détournement des fonds, des trucs. Je n'ai pas entendu parler. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, toutes mes félicitations à l'agence, aux agences et comment on appelle le truc du Hajj là? Au Koho, voilà. Et donc ça, c'est une très bonne chose et je crois qu'on doit pouvoir s'y prendre même quand on est surpris par une maladie. Et justement, qu'on n'oublie pas que l'argent que les gens versent là, c'est pour eux, tant qu'ils n'effectuent pas le déplacement. Maintenant, au vu des 2 ans justement passés sans pour autant effectuer ce déplacement, je m'attendais à un peu plus parce qu'en moyenne, les Nigériens partaient à 6 000 au moins, n'est-ce pas? Donc cette année, bon, le quota va jusqu'à 7 100. Mais bon, j'ai trouvé que, est-ce que tout le monde qui a déjà donné son argent depuis 1 an, depuis 2 ans, est-ce qu'ils vont pouvoir effectuer leur déplacement? Bon, peut-être aussi qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, vu le coût qui est quand même assez élevé, ça tournerait autour de 2,4 millions. 2,4 millions, c'est vraiment énorme. Et notre religion dit, avant de partir, il faut être sûr de laisser presque autant à la maison parce que les enfants, la famille doivent être vraiment dans les conditions avant votre retour. Et même après, ça ne doit pas impacter vraiment votre activité quotidienne.
Donc, si tout ça vraiment est respecté, moi je pense que c'est une très bonne chose. On ne peut que souhaiter vraiment un bon Hajj à tous nos compatriotes qui vont effectuer le déplacement. Et bon, que Dieu nous mette derrière eux, parce que moi je n'ai pas encore effectué le Hajj. Alors, Arimia, c'est le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah au cours d'un point de presse annoncé que les agences impactées par la crise de la COVID-19 bénéficieront d'une prolongation de 2 ans d'exercice gratuitement et à titre exceptionnel. Pensez-vous que cela peut être un offre de soulagement Oui, pour ces agences? bien sûr. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils payent pour tout ça, mais c'est une très bonne chose. Ça fait partie normalement des mesures d'accompagnement pour avoir connu vraiment ces moments difficiles. Eux particulièrement ont été carrément affectés parce que leur activité a été gelée. Et donc, oui. Or, ils ont dû faire face au personnel, ils ont dû faire face au local, vraiment plein de choses qu'ils ont continué à payer, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est une très bonne chose et ça doit être de cette manière-là, ça doit se faire de cette manière pour tout autre secteur, affecté par cette crise, par cette pandémie. Les gens doivent penser, parce que c'est la seule manière de relancer une économie, c'est la seule manière de pouvoir maintenir des activités, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est le rôle de l'État, c'est le rôle vraiment des autorités de réagir de cette manière. Ce n'est pas une faveur, mais c'est vraiment, ils ont juste assumé leurs responsabilités, c'est une très bonne chose. Mais Moungado, après 2 années consécutives de pause, est-ce une chance pour les musulmans d'effectuer le Hajj cette année? Mais bien sûr, c'est une chance pour les musulmans d'effectuer le Hajj cette année. Parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà payé, ça fait plus de 2 ans. Est-ce que ces gens-là, il y a d'autres qui nous ont quittés sans pouvoir effectuer le Hajj? Donc je me dis que c'est une réjouissance en tout cas pour toute la communauté, la Oumma islamique du Niger, pour que vraiment le Hajj, la possibilité qu'on nous donne aujourd'hui et qu'on donne à ces gens qui veulent aller en pèlerinage, on leur donne aujourd'hui la possibilité d'aller à la rencontre de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me dis que vraiment c'est exceptionnel et c'est bien. Et on ne peut que les encourager, féliciter et tous ceux qui ont dû concourir, en tout cas pour qu'on arrive à ce stade-là et pour qu'on mette déjà derrière nous cette pandémie de Covid-19 qui nous a paralysés durant 2 ans. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment, il faut vraiment saluer l'effort qui a été fait de par les partenaires et les agences également. C'est ça. Ousmane Sidoukou. Oui, ce que j'ajouterais, c'est véritablement une aubaine pour ces pèlerins-là. Vous l'avez si bien dit, après 2 ans d'interruption, c'est quand même une grande joie de pouvoir accomplir, comme je le disais tantôt, un de ces 5 piliers de l'islam, notre religion bien-aimée. Donc, véritablement, que ces agences-là se donnent les moyens. Quand même, après 2 ans, c'est là où je salue vraiment la mesure prise d'accompagner celles qui ont eu à être affectées par cette pandémie-là, même celles qui ne l'ont pas été. C'est vraiment de faire ce dépassement de soi-là pour pouvoir satisfaire autant que faire se peut ces pèlerins-là qui certainement de retour ne manqueront pas de faire un large écho de l'agence qui les aura mis dans les conditions. Donc c'est vraiment que ces agences-là jouent leur partition et qu'elles se disent que effectivement ces clients ou bien ces pèlerins n'avaient pas tort de vouloir s'inscrire dans leur agence et c'est de leur souhaiter à la fin un Hajj Mabrou. Et même ceux qui n'ont pas eu la chance, nous autres, puisse Allah nous faciliter d'accomplir ce rite-là et tous les autres musulmans bien entendu. Nous allons à présent observer une petite pause avant de continuer ce forum de la presse. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Le président de la République a procédé le samedi 23 avril 2022
à un remaniement technique du gouvernement. Ainsi, Ibrahim Yacouba est nommé ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Mohamed Sani Mahamadou, ministre du Pétrole, et professeur Ibrahim Natatou, ministre de l'Éducation nationale, et Mahamadou Lawali Dandano devient ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Arimi Abachari, quel commentaire faites-vous de ce remaniement technique du gouvernement? Écoutez, on s'attendait tous, mais on ne s'attendait peut-être pas de si tôt. Parce que dès que le parti Kishinkasa a quitté l'opposition, n'est-ce pas, on était sûr, parce que tout est basé sur le partage chez nous, n'est-ce pas, tant que vous êtes de la mouvance et que vous pouvez vous prévaloir d'un certain nombre de députés, n'est-ce pas, vous, excusez-moi, vous devez figurer au gouvernement. Et donc, le président Bazoum Mohamed s'est débrouillé pour leur faire la place, n'est-ce pas, en cassant le ministère de l'énergie et des mines, c'est ça? Voilà. Voilà, et du pétrole, n'est-ce pas, pour faire un peu de place à Yacouba, qui est leader de ce parti, et à son camarade de parti Dandono. Et il a aussi profité pour changer, en fait, pour remplacer le ministre de l'Éducation, n'est-ce pas, qui est interpellé vraiment au niveau de la prison civile de Kolo, n'est-ce pas? Et puis voilà. Donc c'est tout ce qui a été fait en principe. Et je crois que peut-être que Yacouba s'attendait à un peu plus de ministres, mais il a quand même, lui, il est passé directement ministre d'État, le deuxième qui est dans le gouvernement, à part M. Rissaboula qui est à la présidence. Donc voilà, c'est le partage qui se poursuit et c'est pourquoi chaque fois qu'un parti politique effectue le déplacement, on dit non, c'est la politique du ventre, c'est des intestins fragiles et tout, parce que généralement, non seulement on donne les ministres, mais aussi c'est les leaders, les premiers responsables de ces partis-là qui deviennent ministres. Bon, il n'y a pas de surprise en la matière et moi je m'attendais à ce que ça se passe vraiment de cette manière. Voilà. Ousmane Sidikou, quel commentaire faites-vous de ce remaniement technique du gouvernement? Bon, le commentaire, il est tout simple, hein, Madame Arimi l'a si bien dit, c'est le partage du gâteau Niger. Parce que pour beaucoup d'analystes politiques, franchement, depuis que cette formation politique du MPN a annoncé son retrait, on s'attendait à une recomposition du paysage politique. La première des actions, c'est vraiment, on l'avait vu à travers leur déclaration de leurs députés à l'Assemblée, ils ont quitté l'opposition pour rejoindre la majorité. Maintenant, ils ont intégré la nouvelle équipe gouvernementale à travers les strapontins à eux donnés. Maintenant, c'est aussi ce qu'ils attendaient. Est-ce que quelque part la montagne n'a pas accouché d'une souris? C'est vrai, il a été coopté ministre d'État, mais puisque les gens ou bien ces politiciens raisonnent en termes de dividendes, est-ce que c'est juteux pour lui? Oui, mais toujours est-il que pour beaucoup, au regard même d'un certain nombre de faits qu'ils ont eu à poser, c'était prévisible. On ne peut que déplorer. C'est leur décision. On va l'apprécier à sa juste valeur. Mais est-ce que faudrait-il que tout politicien que vous soyez, vous craignez de bourlinguer dans une majorité à l'opposition parce que là-bas, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est là où même les interrogations fusent, à savoir est-ce que véritablement c'est pour œuvrer pour le développement de ces pays, est-ce que ce n'est pas pour leur intérêt propre, personnel et mesquin pour beaucoup. Donc vraiment, prions que les faits nous donnent tort, sinon une bonne chose
pour notre démocratie, la question reste posée. L'un de l'autre, ils sont partis, même si beaucoup de leurs rétorquent, aucune main ne leur a été tendue, ceux qui ont cherché vaillamment cette main-là. Mais donc, et que c'est des défis sécuritaires, les défis n'ont jamais manqué dans ce pays-là. Mais, halas, comme dirait l'autre, prions que Dieu lui continue à veiller sur le Niger et que vraiment ces politiciens, tous bords confondus là, se disent que l'intérêt général doit prévaloir sur leur propre intérêt et qu'ils se doivent vraiment de l'avoir constamment à l'esprit. Le gâteau Niger a assez souffert de tels actes-là, in fine. Est-ce qu'il y aura quelque chose même à donner, même s'il y a lieu qu'il continue et qu'il persévère dans ce partage du gâteau Niger? Maïmouna Diado. Oui, bon, je ne peux pas dire plus que ce que mes deux confrères ont dit, mais ce que je suis sûr que si réellement les partis politiques, les patrons de ces partis politiques qui quittent l'opposition pour la majorité et négocier un poste ministériel, ça c'est vraiment le partage du gâteau. Et comprenant la situation d'Ibrahim Yacoubou, je pense que lui, il a quand même, c'est pas rien ce qu'on lui a proposé quand même, ministre d'État, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui sont en train de se grincer les dents. Ministre d'État pour quelqu'un qui a 6 députés, qui a rejoint tardivement le parti au pouvoir, alors qu'il y a d'autres partis politiques qui se retrouvent avec 7 députés qui n'ont pas la chance aujourd'hui d'être ministre d'État. Et qui ne se sont pas présentés aux élections présidentielles. Aux élections, voilà. Donc, il y a tous ces paramètres-là. C'est vrai que d'un côté, ça choque. Hein. D'un côté, ils sont là, ils se taisent. Mais nous savons que ça choque d'un côté qu'on parachute quelqu'un qui a pris en cours le bateau, ministre d'État. Mais bon, comme les Sidi ont bien dit, c'est le partage du gâteau. Mais ce que moi je déplore, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est les patrons de ces partis politiques qui se proposent en tant que ministre, alors que vous avez des militants de taille quand même, qui vous ont accompagné et qui peuvent être à la place où vous êtes. Qui ont le profil. Aujourd'hui, on peut œuvrer pour le développement du pays sans être au niveau donc, du gouvernement, sans être ministre. Arimi Abachari, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours quand on commence déjà à scinder les ministères? Oui, vous voyez, on est à 1 an du régime, ou je ne sais pas, de la présidence du président Bazoum. Déjà, on sait qu'un gros morceau l'a rejoint. C'est ce à quoi il faut s'attendre. Parce que lui continue à tendre sa main. En tout cas, même si c'est théoriquement, même si ce n'est pas destiné à quelqu'un de précis. Et on se connaît avec nos politiciens. Il semble que quand tu as déjà fait le gouvernement, ou quand tu as déjà mangé à la mangeoire, que c'est extrêmement difficile de rester de l'autre côté. Bien sûr. Or, souvent, les gens ils n'ont pas de conviction politique en tant que telle. La dernière fois, on en a parlé d'idéologie. Les gens ne sont ni à gauche ni à droite. C'est vraiment, ils sont du côté où le vent tourne. Et donc, et on a vu que de plus en plus, à une certaine époque, c'est un seul parti qui était crédité de ne jamais faire l'opposition. Aujourd'hui, ils sont nombreux à ne jamais accepter d'être du côté de l'opposition, dont y compris vraiment le grand baobab qu'on appelle le MNSD. On a vu, ils étaient même deuxième, n'est-ce pas, aux élections, avec déjà le président Issoufou. N'est-ce pas, qu'ils étaient censés être carrément le leader de l'opposition, mais ils ont, voilà, un vrai contre-pouvoir, mais ils ont décidé de se ranger, d'accompagner. Et donc, voilà. Et nous, on sait que ce soit à l'opposition ou du côté de la majorité, normalement, on peut aider le pays à avancer. Justement, le rôle de l'opposition, l'opposition n'est pas inutile. C'est même très utile. Surtout que le travail fait par l'opposition, je peux dire entre guillemets que c'est volontaire, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas payé. Donc c'est
à partir de l'opposition aussi, on peut rester, exercer son rôle vraiment d'opposant et apporter quelque chose au bien-être des citoyens de ce pays. Donc que quelqu'un nous dise non, c'est pour contribuer au développement de ce pays, tout ça, je pense que c'est pas très fondé. Et donc, mais on s'attend d'ici la fin de son mandat que au moins la moitié de l'opposition va certainement rejoindre. Il y en aura d'autres ministères malheureusement qui seront scindés. Ou bien des directions qui risqueraient d'être érigées en ministère même. Avant donc d'entamer la dernière partie de ce forum, nous allons donc suivre une petite pause. Passons à présent au troisième sujet du forum de la presse. La séance plénière de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 de ce vendredi 22 avril 2022 a été consacrée à l'examen et le vote du test modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. Il s'est agi du redéploiement des forces étrangères Barkhane et Takuba sur le territoire du Niger. Les parlementaires ont donc favorablement voté la demande du gouvernement avec 131 voix pour et 31 contre. Alors, Ousmane Sidikou, quelle réaction face au choix des députés donnant l'autorisation de redéployer les forces Barkhane et Takuba sur le territoire nigérien? Merci madame. La première des réactions, vous me rappelez, aussitôt ce vote fait, un confrère malien m'a appelé, il me dit, écoutez, vous là, à cette allure-là, vous tendez à être notre dépotoir. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, tout ce que nous refusons, vous les acceptez. ça veut tout dire. Donc c'est avec, je ne dirais pas stupéfaction, puisque les gens s'y attendaient, même si de l'autre côté, on a voulu faire croire que non, il n'en serait pas question. Ils ont, à travers des jeux de mots savants, voulu amuser la galerie, mais le vote récemment fait démontre à suffisance que tout ça, vraiment, c'était de la diversion, que réellement ces forces-là allaient être redéployées envers et contre tous, c'est-à-dire malgré la grande majorité qui s'y opposait et qui n'y voyait pas en quoi ce redéploiement-là pourrait être une plus-value dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, surtout au regard des énormes défis sécuritaires dont le Niger fait face à l'instar des autres pays, notamment la zone des 3 frontières, madame. Donc, il ne faut pas trop rêver. Maintenant, le vote a été fait. Aux députés qui ont voté de répondre certainement de leurs actes. Toujours est-il que le tribunal de l'histoire, lui, il est là et il ne manquera pas au moment opportun de sanctionner. Si tant est que ce redéploiement-là va contribuer à la résolution ou bien à un début de solution de sécurisation des personnes et de leurs biens dans les zones durablement affectées par cette crise sécuritaire, c'est tant mieux, mais ce qui fait peser beaucoup même de soupçons, bien d'appréhension quant à cette capacité, d'où est-ce qu'ils venaient. Ils n'ont pas pu, on ne voit pas par quelle osmose ce redéploiement-là pourrait vraiment aboutir ou bien donner les résultats escomptés. Mais nous n'allons pas mettre la charrue devant les bœufs, nous n'allons pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Nous allons attendre, nous allons continuer à observer et vivement que les résultats nous donnent tort et nous clouer le bec quant aux appréhensions liées à ce redéploiement de ces forces de Barkhane et de Takuba. Attendons de voir, comme disent les British, wait and see. Mais Mounigadou, quelle réaction? La réaction, Sidikou l'a déjà tout dit, hein. Je rejoins Sidikou par rapport justement à ce redéploiement des forces Barkhane. C'est Barkhane, c'est ça, non? Oui. Je me dis que, bon, déjà, c'est l'Assemblée nationale. Tout le monde savait que l'Assemblée nationale allait mettre la main là-dessus. Ça allait passer comme une lettre à la poste. Ça, les Nigériens le savaient déjà. Et on savait déjà la position ici de l'opposition, parce que l'opposition avait décrié cette situation l'avant-veille justement de ce vote.
quand vous avez la majorité, quand un gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale, mais toute loi que le gouvernement veut qu'on mette la main sur ça passera facilement, certainement. Mais moi, je me dis que si c'était à remettre en référendum, ça n'allait pas passer. Parce que les Nigériens, il y a dans la majorité, en tout cas quasi-majorité des Nigériens, sont vraiment... ne sont pas, ou ils sont hostiles à ce redéploiement. Le président de la République, quand on regarde ce qu'il dit et ce qu'il pose comme acte aussi, les Nigériens se posent des questions. Il avait rassuré les Nigériens par ses propos que le Niger n'a pas besoin d'hommes, mais le Nigérien n'a pas besoin de bases étrangères. Mais le Niger a besoin surtout qu'on l'épaule en équipement sophistiqué pour faire face au terrorisme. Donc, aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. C'est le redéploiement. Les troupes Barkhane qui ont été refoulées au Mali reviennent ici au Niger. Mais est-ce qu'il y aura un grand changement? Est-ce qu'aujourd'hui, ce redéploiement va favoriser, en tout cas, qu'il y ait des résultats sur le terrain? Je ne peux pas dire, je ne pense pas où je vais. C'est trop tôt, en tout cas, pour apprécier les choses. Mais si, du fait qu'ils ont passé plus de combien d'années au niveau donc, du Mali et qu'il n'y a pas eu assez de résultats, en tout cas favorables, peut-être qu'ils peuvent, comme ils savent que déjà les Africains, en tout cas le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont hostiles à ce qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'il y aura un petit changement. Un petit changement peut-être, je dis bien. Mais soyons sûrs que nous, en tant que Nigériens, en tout cas, nous sommes aux aguets et nous allons essayer de comprendre cette situation. On ne va pas trop nous étaler pour dire que nous sommes des oiseaux de mauvaise augure, comme l'a dit Sidikou. Parce que de toutes les 1000 manières que vous dites votre opinion, que ça plaise ou pas, les gens auront toujours à dire quelque chose. Donc, nous allons attendre de voir comment est-ce que ça va se passer, ce redéploiement. Est-ce que les zones qui sont affectées ces populations pourront vaquer à leurs occupations sans être inquiétées par le terrorisme? Nous allons voir. Arimi, ces forces étrangères ont été contraintes de quitter le Mali. Pensez-vous que leur arrivée au Niger pourra apporter un plus dans la lutte contre l'insécurité? En fait, j'ai un petit problème parce que là, c'est la DPG du gouvernement, donc la déclaration de politique générale du gouvernement, qui a été revotée. Or, le Premier ministre n'a pas quand même démissionné. Il n'a pas été rappelé à nouveau après une démission ou après avoir fait quitter son gouvernement. Moi, c'est ça qui me casse un peu la réflexion. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été fait normalement à ce niveau. Barkhane sera là, pourquoi? Les spécialistes disent qu'en tout cas les textes, parce que ce n'est pas dans la déclaration de politique générale du gouvernement qu'on met. Normalement, la venue d'une troupe étrangère doit faire l'objet d'une convention entre le Niger et ce pays-là. Et c'est cela que les députés vont accepter ou pas. Mais là, on nous a réchauffé une déclaration de politique générale qui existe déjà. Où il n'y a pas d'enjeu. Déjà, Oumoudou est Premier ministre et il est là. Peut-être il va faire comme Birgi, je ne sais pas. Et puis voilà. Mais donc, on doit nous dire normalement, Barkhane, oui, ils ont quitté le Mali. On ne sait pas la convention qu'il y a eu entre l'État malien et la France avant. Mais ils vont venir s'installer chez nous. Quel sera leur objectif? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Leur cahier de charge, c'est quoi? Est-ce que désormais ils vont avec nos militaires aller sur le plan, sur le terrain, se battre avec eux, n'est-ce pas? Ou bien ils seront là, ils vont constituer un mur au-delà duquel oui. Et aussi par rapport à des actes qu'ils auront à commettre, parce qu'on sait les opérations militaires, n'est-ce pas? Quelle sera
le comportement du Niger, à quoi nous, Nigériens, on doit s'attendre. Tout ça, il n'y a rien. Ce que je reprocherais, par contre, les spécialistes disent que normalement, ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer. Donc, ce que je reproche aux députés de l'opposition, pourquoi ils n'ont pas amené ça au niveau de la Cour d'État? N'est-ce pas dire que non, ils pensent que cette requête du gouvernement n'est pas recevable à leur niveau, ou bien ils pensent que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc moi, je pense que c'est un faire-valoir. Enfin, nous allons parler du sport. Le président de la République, Bazoum Mohamed, s'engage à prendre en main la gestion du football à travers la création d'un centre académique de football. C'était lors d'une rencontre avec les acteurs sportifs pour trouver des voies et moyens pouvant contribuer au développement du sport au Niger. Arimi, moi, sincèrement, j'ai déjà au niveau de mes pages des réseaux sociaux, j'ai eu à dénoncer et à nuancer cette activité. Le président, oui, c'est bien. Moi, je suis très fier que le président, parce que nous, amateurs du ballon, on se trouve un peu écartés de la vie de la nation par les beaucoup de présidents qui se sont succédés. Mais du coup, le président Bazoum montre assez d'intérêt et ça nous réjouit. Mais il y a des propositions qui sont faites que je trouve sincèrement farfelues. C'est cette question de la création d'un centre technique au niveau de la Fédération nigérienne, du centre de la Fédération nigérienne de football. Je trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Ce n'est pas la vocation d'une fédération de créer un centre technique. Un centre technique doit être pour le privé. Parce que son principal produit, c'est le joueur. Quand le joueur est formé dans un centre, c'est le centre qui s'occupe, n'est-ce pas, de sa vente. Malheureusement, on parle comme ça en matière de joueurs de football et de son suivi. Une fédération n'a pas le droit de vendre un joueur, n'est-ce pas? Sinon, qui va encaisser l'argent, n'est-ce pas? Et donc, c'est de donner la possibilité aux centres qui existent déjà, qui malheureusement sont tirés par le bas, par le manque de moyens. C'est le moyen qui pose problème. Il y a le Acha Academy, il y a Saka, il y a Agadez. Depuis longtemps, Fred a créé un centre. À Maradi, il y en a. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens n'ont pas assez de moyens. Parce qu'il faut des formateurs de qualité, il faut un cadre de qualité, vraiment un terrain de jeu de qualité. Moi, j'ai visité le centre de ASEC d'Abidjan, Sol Béni. C'est tout un monde. C'est tout un monde. J'ai vu la chambre où Yaya Touré a grandi, où Bakary Koné a grandi. Et aujourd'hui, les chambres-là portent leur nom. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, n'est-ce pas? Mais la fédération ne peut faire que la promotion du football de jeunes. Le football de jeunes doit être l'apanage des clubs, des centres de formation. Moi, je comprendrais bien que la fédération demande à l'État du Niger de soutenir un ou deux centres à Niamey, un ou deux centres à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Qu'on donne les moyens aux promoteurs d'aller voir partout au Niger les petits enfants qui ont quelque chose, la détection qui des petits, talents. n'est-ce pas? Ils détectent les talents, ils les forment. S'ils les forment et qu'on vend au moins 2, 3, 4 joueurs, même dans 5 ans, je vous assure, ça fait partir le football nigérien à plus jamais. Aujourd'hui, au Burkina, on a vu, ça marche assez bien à cause de ça. Et d'autres ont créé. Moi, quand j'ai vu un reportage sur le football de jeunes au Sénégal, je disais à mon collègue à l'époque, j'ai dit, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne verra pas on ne se rapprochera pas du Sénégal. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Sincèrement, laissez les clubs qui existent déjà. Parce que les clubs ont l'obligation, dans les textes de la FENIFOOT même, d'avoir toutes les catégories de jeunes. N'est-ce pas? Et les clubs doivent former ces joueurs-là, non seulement pour renflouer leur équipe A, mais aussi pour vendre. Si on ne leur donne pas cette possibilité et que c'est la fédération, les joueurs vont appartenir à qui? Il y a ce qu'on appelle carte d'identité du joueur. Le joueur, il est passé où? Depuis son début jusqu'à l'âge de 18 ans. N'est-ce pas? Donc, à quel niveau de contribution, tel club
ou les clubs là où il est passé ont contribué à sa formation. Et selon la formation, que ce soit en Afrique ou en Europe, le joueur, à chaque fois qu'on le vend, on rembourse au club formateur ce qu'ils ont donné. Donc tout ça, la fédération, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle a assez de moyens, je suppose, avec ce que la FIFA leur donne, la prise en charge de l'équipe nationale par le gouvernement. Et donc vraiment, il faut mettre de côté. Ils n'ont qu'à s'occuper de la mise en place des équipes U13, U17, U18, U20, n'est-ce pas? C'est ça le rôle de la fédération. Et les clubs, malheureusement, je constate qu'ils ne font que subir. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Maintenant, il y a un autre aspect. Oui. Je sais que les supporters, eux, ont demandé à ce que les équipes nationales soient transférées au niveau de la présidence de la République. Moi, j'ai déjà commenté en son temps. Je leur ai dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un ministère de tutelle qui est là, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, le président de la fédération a fait une conférence de presse ou un truc comme ça, en tout cas, sur plusieurs télés pour dire que non, ils ne s'entendent pas avec certains cadres du ministère. Il y a des gens qui leur mettent le bâton dans la roue. Mais si vous vous comportez de cette manière, c'est normal. Parce que ils ont été formés pour ça, les cadres du ministère. Ils sont payés pour ça. Mais aujourd'hui, on veut prendre leur occupation pour ramener ça au niveau de la présidence. Écoutez, ça n'a pas de sens. Un président n'a pas créé un poste ministériel pour qu'il fasse en même temps son travail. Ils m'ont dit non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi il y a plusieurs projets au niveau du ministère. J'ai dit c'est des projets non seulement qui tiennent à cœur le président. Ça a fait l'objet de campagnes, ça a fait l'objet de plusieurs déclarations. Ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai dit si c'est comme ça, on prend tout, on amène à la présidence, on ferme tous les ministères et puis c'est fini. Vraiment, qu'ils n'auront plus leur raison d'être. Il faut vraiment avoir l'humilité de se soumettre au cadre que l'État a mis en place. Normalement, une fédération, son interlocuteur, ce n'est même pas le ministre, c'est le directeur de sport. N'est-ce pas? Il y a un directeur national de sport et c'est par lui que ça doit se passer. Et je pense que, je connais les personnes qui s'occupent de ces choses-là, si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème que ça se déroule autrement. Donc vraiment, le football, oui, c'est le chouchou du président, mais vraiment, jouons bas la terre. Bon, madame, après que le spécialiste a pu être assez intéressable et nous a édifié, mais tout de même, puisqu'il va falloir placer le mot, on va le placer. Et vous savez, c'est vrai, le football, il faudrait certainement qu'il sorte des sentiers battus et ce ne serait possible qu'avec l'implication pleine et entière de tous les acteurs. C'est là où je serais d'avis avec Armi, cette création de centre technique là, le coach va être biaisé. Parce que honnêtement parlant, il y a les acquis. Maintenant, c'est donner les moyens à l'existant que sont ces différents centres-là un peu partout à l'intérieur du pays, ici même à Niamey, c'est de les mettre dans les conditions. Moi, je pense qu'en agissant ainsi et en créant cette synergie avec tous les acteurs, les différents acteurs du domaine, je pense qu'on pourra être amené à sortir la tête de l'eau. Il ne faudrait pas qu'on rêve grand et que, in fine, la montagne accouche d'une souris, qu'on revienne à la case départ. Là, je pense que ce serait trop de moyens, trop de temps perdu. Donc, faisons les choses dans les règles de l'art. Ne transgressons pas les dispositions à la matière. Et je pense qu'il faut écouter les avis, surtout de ceux qui s'y connaissent, pour que véritablement notre football qui n'a qu'assez végété dans cette léthargie puisse prendre de l'envol. Parce que honnêtement parlant, je reste et demeure convaincu qu'on n'a rien à envier aux pays qui nous entourent où en ce moment leur star ou bien leur football leur ont la cote. Nous avons des jeunes pétris de talent. C'est là où aussi je tablerai beaucoup sur la détection des jeunes talents. Il n'y a pas que la capitale Niamey, il y en a en pagaille et demi, comme dirait l'autre, excusez-moi du mot, surtout à l'intérieur. Moi je pense qu'il faut impliquer, il faut écouter et il faut vraiment prendre en compte les avis des uns et des autres. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Moi, je pense que l'État peut faire un avis d'appel d'offres.
n'est-ce pas, les gens vraiment objectivement choisissent les meilleures propositions, n'est-ce pas, l'État accompagne pendant un certain temps avec obligation de résultat. Aussi, il a été annoncé que l'État va donner 100 millions au club pendant 5 ans, n'est-ce pas, que ça là aussi se fasse. Je pense que parfois c'est mieux même que les centres. Et maintenant, au niveau des clubs, si l'État doit soutenir le football des jeunes, que ça soit directement fait avec les clubs-là, avec obligation de résultats, mais aussi avec la toute transparence qu'il faut. Il ne faut pas donner de l'argent pour que les gens se servent et laissent les enfants. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Aremi Abachari, journaliste à la radio alternative, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à toutes les auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Merci à la technique qui est assurée par Abdoulaye Yakouba, la réalisation vidéo Issa Lawali, la présentation Fatih Zakari. Au revoir, le programme continue sous le studio Kalangu.